Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas publié de vidéo, alors je m'en excuse. Je suis en train de préparer mon doctorat, donc ça prend un petit peu de temps. Et donc là j'ai une petite pause, donc j'en profite pour vous poster une petite vidéo qui va porter sur la loi de Gauss, qui est une loi en électromagnétisme qui est assez fondamentale, étant donné que couplée avec la définition de la divergence, on obtient la première équation de Maxwell, dit l'équation de Maxwell-Gauss, qui dit tout simplement que la divergence du champ électrique est égale à la densité volumique de charge divisée par la permittivité diélectrique. Enfin bref, ce qu'on va faire dans cette présentation, c'est illustrer en fait la loi de Gauss. On ne va pas la démontrer, on va l'illustrer par un exemple. Et cet exemple va tout simplement être une charge de 60 microcoulombs qui va se situer à l'origine, donc dans l'espace au point de coordonnées 0, 0, 0. Et le but va être de trouver le flux électrique total traversant une surface fermée. Et cette surface fermée est un cylindre qui a les dimensions suivantes, c'est-à-dire le rayon de sa base qui va être de 26 cm, donc de 26 fois 10 moins 2 mètres, et les coordonnées des deux extrémités de notre cylindre vont se situer à 26 cm à un signe près. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai représenté le schéma. Donc on a bien l'axe Z, on a bien notre charge qui se situe en fait à Z égale 0, mais à X et Y égale 0, mais j'ai pas représenté X et Y. On se rend bien compte que la face d'en bas, en fait, elle s'arrête à Z est égal à moins 26 cm. Et là, la face au-dessus s'arrête à Z égale 26 cm. Et le rayon des deux disques qui forment notre base de notre cylindre va être ρ égale 26 cm. Et donc, ce que l'on cherche, c'est à calculer quel est le flux électrique qui va traverser ce cylindre avec cette charge que l'on a à l'intérieur. Et bien, pour déterminer ce flux, en fait, on va tout simplement revenir à la définition du flux et on va utiliser en fait le vecteur D, le vecteur densité de flux électrique, qui est en fait relié par la permittivité diélectrique le vecteur de champ électrique est relié au vecteur densité de flux électrique D grâce à la permittivité diélectrique qui s'exprime en farad mètre moins 1 et qui est égal à 10-9 sur 36 pi. Alors sachant que E est en volt mètre moins 1, tandis que la densité de flux électrique est en coulomb par mètre carré, donc coulomb mètre moins 2. Donc on se rend bien compte que dans l'expression, quand on va multiplier là une surface, donc des mètres carrés par des coulombs par mètre carré, en fait, et qu'on va intégrer, donc on va l'intégrer sur toute notre surface fermée, on va bien obtenir des coulombs. Et ça correspondra en fait au flux de densité, au flux en fait électrique total qui traverse notre surface de Gauss. Alors quand je dis surface de Gauss, il faut bien comprendre que c'est une surface fermée. C'est très important qu'elle soit fermée. Et là, on se rend bien compte qu'on a une double intégrale, parce qu'on a deux variables pour une surface, et que le petit cercle qui se situe sur l'intégrale signifie qu'on a tout simplement en fait une surface fermée. Et ça, c'est très important, parce qu'à la fin, on conclura sur en fait quelle est cette loi de Gauss, et une hypothèse majeure est que ça doit être une surface fermée. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remarquer que notre surface fermée, on peut la décomposer en trois surfaces. La petite surface du dessus, ici, qu'on va nommer S1, la surface latérale, qu'on va nommer S2, et la surface en dessous qui est cachée sur le schéma de droite, qu'on va nommer S3. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement décomposer notre intégrale sur notre surface fermée en trois intégrales, qui cette fois-ci ne vont plus être sur des surfaces fermées, et on va tout simplement prendre en compte le fait qu'on n'est plus sur une surface fermée en changeant en fait l'expression de notre vecteur surface élémentaire. Alors le vecteur surface élémentaire, ici en fait on pourrait le représenter ici. Donc là ça serait en fait
simplement notre ds1 qui serait représenté ici. Là, on aurait notre ds2. Et là, on va avoir notre ds3. Et donc on se rend bien compte que cette expression-là et cette expression-là, donc les deux surfaces qui sont celles-ci, S1 et S2, on sent bien que le flux va être le même par symétrie, mais on va le montrer. Donc on s'intéresse à S1. Donc l'intégrale, on va l'expliciter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va intégrer cette surface-là. Et en fait, quand on a un disque et qu'on veut intégrer sur une surface élémentaire, on va varier selon le rayon, donc des roues, et on va varier aussi selon la rotation, qui va être fonction du rayon et bien évidemment de phi. Et du coup, la conséquence, c'est que l'on va avoir un vecteur surface élémentaire ds1 qui sera égal à ρ des phi fois des roues. Et là, dans notre cas, il est porté par uz, d'où en fait l'expression de notre vecteur élémentaire qui est le suivant. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'en fait on fait varier des roues et des phi et des roues, et ben on va intégrer selon ici ρ et ici selon phi. Alors phi, on fait une rotation totale, donc on intègre de 0 à 2 pi radians, alors 0 étant inclus et 2 pi étant exclu, mais quand on intègre, on s'en fiche un peu en fait. Et pour ce qui concerne ρ, ben on va intégrer de 0 jusqu'à la valeur limite qui est 26 fois 10-2, 26 cm. Alors cette expression peut paraître un peu obscure, mais en fait elle ne l'est pas du tout, dans le sens où en fait ce qu'on va chercher c'est d. Et en fait on va rechercher à partir de l'origine notre vecteur d. Et notre vecteur d, on sait qu'en fait c'est exactement en termes d'expression notre vecteur champ électrique, simplement qu'on retire le epsilon0, la permittivité diélectrique. Et en fait on va se retrouver avec la charge sur 4pi et là r carré, donc r carré étant la distance entre un point quelconque de cette surface et l'origine. Donc on comprend bien que quand on se place dans le repère cylindrique, et ben en fait par Pythagore on va avoir ici ρ, ici on va avoir z, les coordonnées de ce point quelconque de notre surface S1, et donc ben, en fait on se rend compte que ρ carré, ça va tout simplement correspondre au carré de la racine carrée de ρ carré plus z carré, donc ρ carré plus z carré. Et on veut un vecteur unitaire qui aille dans ce sens-là, ben, c'est pas très compliqué du coup, il suffit juste de normaliser par finalement la distance entre ce point et l'origine pour obtenir ce vecteur unitaire qui, attention, s'exprime dans la base cylindrique. Mais on s'en fiche parce que ici on a uz qui est perpendiculaire à uro et uz qui est collinaire du coup à uz, donc à lui-même. Donc en fait on va pouvoir simplifier notre expression. Et alors d'ailleurs, pour s'en persuader, on peut décomposer uro en se ramenant en coordonnées cartésiennes. Et donc là, on se rend compte que, ben, évidemment, le produit scalaire entre ce vecteur-là et ce vecteur-là, en fait, on va prendre en compte que ce terme-là, sans oublier ce coefficient multiplicatif qui est factorisé. Et du coup, on va obtenir finalement cette expression-là. Bon bah là c'est plus très compliqué, on peut sortir le Q, on peut sortir le Z, on peut sortir le 4pi car on n'intègre pas selon ces variables. D'où le fait qu'on sorte cette intégrale. Là on a une première intégrale que l'on va intégrer selon ρ, et là selon phi. Bon là ça va donner 2pi. Ce qui va faire qu'on va pouvoir simplifier ici, et au lieu d'avoir 4pi on va avoir 2. Et là, la primitive de cette expression, alors c'est une primitive à connaître, vous pouvez vous en convaincre en dérivant tout simplement cette expression, et vous retomberez exactement sur cette expression-là. Et finalement, il faut faire juste attention que l'on a une racine carrée, et par exemple, quand on va l'évaluer avec ρ égale 0, on va avoir moins, donc 1,
sur la racine carrée du carré de z. Donc en fait, la racine carrée de z carré, c'est la valeur absolue. Mais ici, z, on sait qu'il est positif, parce qu'on s'intéresse à la surface supérieure, qui correspond à z égale 26 cm. Donc en fait, ça ne change rien. La valeur absolue de z était très exactement égale à z, ce qui fait qu'à la fin, on a ceci. Q sur 2 moins Q sur 2 racine de 2 coulombs avec Q qui est égal à 60 microcoulombs. Et bien du coup, en fait, ce que l'on va faire pour la surface 3, ça va être à peu près la même chose. Donc on a le même vecteur densité de flux électrique, mais là on va avoir un signe moins qui va apparaître parce qu'en fait, tout simplement, notre vecteur surface élémentaire ds3 va être dans l'autre sens. Et donc on raisonne de la même manière en prenant en compte ce signe moins qui va être ici. Et du coup, ce que l'on va obtenir, alors je crois que j'ai oublié effectivement le signe moins ici, je m'en excuse. Oui, c'est ça, j'ai oublié le signe moins, mais je l'ai remis ici, parce que normalement j'aurais dû avoir moins 1, mais moins ça va faire 1. Donc juste retenez que j'ai oublié le signe moins ici. Et là on raisonne exactement de la même manière, simplement qu'ici cette fois-ci, vu qu'on a un signe qui est le signe contraire de ce qu'on avait obtenu pour la surface S1, et bien en fait ces deux termes se sont intervertis. Mais en fait, on s'en fiche parce que cette fois-ci, z est égal à moins 26 cm, ce qui va faire que la valeur absolue de z va être égale à moins z. Donc en fait, on va retomber sur la même expression q sur 2 moins q sur 2 racine de 2 coulombs, ce qui est rassurant parce que j'avais dit au début de la présentation que par la symétrie, normalement, le flux traversant la surface inférieure, le disque inférieur, devrait être le même que le flux traversant le disque supérieur. Et enfin, pour la surface latérale, alors là, on va avoir toujours la même expression pour le vecteur densité de flux électrique. Par contre, cette fois-ci, on se rend compte que ρ va être constant, que l'on va varier toujours dφ et que l'on va varier dz. Tout simplement parce qu'en fait, on va avoir une sorte de surface élémentaire comme ça, avec ici qui correspondra tout simplement en fait à dz. Et ici, ça correspondra en fait à ρ dφ. Et donc on fait le produit des deux et du coup on obtient ce vecteur surface élémentaire qui est éparté par u ρ. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on se rend compte que ici ça va être collinéaire et ici ça va être perpendiculaire, donc ça va donner 0. Donc finalement, par simplification, on va obtenir cette expression-là. On peut sortir les termes qui ne dépendent pas des variables d'intégration, sachant qu'on a intégré dφ, ça fait 2π, et vu qu'on a 4π, ça va nous donner 2 ici. Et finalement, on obtient cette expression-là, qui donne ceci, et qui donne Q sur racine de 2 coulombs. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé le flux électrique à travers un cylindre, donc une surface fermée, qui contenait une charge qui se situait à l'origine, et qui était de 60 microcoulombs et qu'on a nommé ici Q en fait. Et ben en décomposant les surfaces une par une, on se rend compte que on va pouvoir en fait, en additionnant nos trois résultats, obtenir très exactement la valeur de la charge. Et en fait, c'est ça la loi de Gauss tout simplement, c'est que le flux du vecteur densité de flux électrique à travers une surface fermée va être égal très exactement à la charge contenue dans la surface fermée. Et donc on comprend bien que si on avait calculé le flux et qu'on avait utilisé E, et ben en fait, vu que D est égal à epsilon 0E, et ben en fait, le flux de E aurait donné tout simplement Q sur epsilon 0. Et donc c'est ça finalement le théorème, enfin la loi de Gauss plutôt. Et donc on l'a pas démontré, mais on l'a illustré par un exemple. Et en fait on se rend compte que tous les calculs compliqués qu'on a fait, c'est un bon exercice pour vous apprendre à manipuler globalement
tout ce qui est vecteur élémentaire, intégration un petit peu plus compliquée, mais qui reste quand même assez facile. Mais ça vous apprend à vérifier ce que l'on vous affirme par la loi de Gauss, et je trouve ça toujours très intéressant, d'autant plus que cet exercice en général est traité de manière très approximative de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura beaucoup plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager mon travail, bien évidemment, à mettre un petit pouce ou à vous abonner. Et désolé encore pour cette petite absence, je vais essayer de retrouver un rythme un peu plus régulier, mais c'est un peu dur en ce moment, je vous avoue, vu que je suis en train de préparer mon doctorat. Donc on va revenir sur des vidéos un peu plus sur les maths, sur l'électronique, mais là j'introduis différentes thématiques qui me semblent assez intéressantes. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.